toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Victoire FM, soyez les bienvenus à l'émission Rétro 7 de ce matin. Mes invités sont Olivier Adja, le directeur du site d'information Afripresse, et le rédacteur en chef du très régulier hebdomadaire Flambeau des démocrates, Magloire Tekou. C'est donc eux qui vont nous proposer le décryptage de certains événements de l'actualité nationale et internationale de cette semaine. Il s'agit notamment des obsèques de l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale Gabriel Mensah Goume-Kodjo, des manifestations qui se poursuivent contre la nouvelle constitution, la crise entre le Bénin et le Niger. Le Niger se tient ce samedi pour le premier sommet de l'AES, un jour juste avant le sommet de la CEDEAO qui se tiendra lui demain à Abuja. Et du tirage aussi, nous allons aussi évoquer le tirage au sort des éliminatoires, le tirage au sort pour les éliminatoires de la CAN 2025. Nous sommes en direct sur Facebook. Pour nous suivre, il suffit de taper sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone Android victoirefm.com et vous nous suivrez en direct. Bonjour Magloire. Bonjour cher doyen Dela. Bonjour Olivier. Oui, bonjour cher doyen et bonjour à tous les auditeurs et auditrices à l'écoute et surtout bonjour à l'équipe mobilisée ce matin pour conduire cette émission. Chers collègues, merci d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette émission. Pour commencer, je voudrais saluer notre consoeur Marthe Faré qui vient de traverser une épreuve. Qu'il soit assuré de notre compassion. Peut-être que nous dirons un mot de cette épreuve avant la fin de ces débats, si le temps le permet, parce que cette histoire pose le problème de la liberté d'expression et de ses limites, notamment sur les réseaux sociaux. Eh bien, Olivier Adja, pour commencer avec vous, j'ai vu un grand titre sur votre site, c'est les facteurs, comment on l'appelle, le rapport sur l'indice de développement humain 2024, les facteurs de performance du Togo présentés aux journalistes. Et rapidement, un mot, pourquoi c'est cette information-là une? Oui, c'était, vous savez, l'indice de développement humain, c'est donc une enquête qui est pilotée par le PNUD, le programme national le programme des Nations Unies pour le développement, et que le Togo, il y a plusieurs années d'affilée, occupe un rang très honorable. Et pour cette année, le Togo occupe la première place dans l'UEMOA et la 4e place dans la zone CEDEAO. Donc, ce sont des indices qui font ressortir des critères par rapport à la gouvernance et au développement dans le pays, surtout comme on dit développement humain des populations. Et pour avoir un tant soit peu de développement, il faut quand même faire animer un certain nombre de politiques, mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Et la présidente de la République, par l'entremise de sa secrétaire générale et ministre, a rencontré les journalistes pour leur faire l'état des réalisations qui ont conduit à ce score du Togo. Et donc nous avons eu une présentation de tous les programmes qui sont réalisés et il faut dire qu'il y a beaucoup du moins d'efforts qui sont faits, mais j'ai l'impression qu'ils sont cachés. En tout cas, si ce qui a été présenté est vraiment ce qui est fait, ça aussi, ça peut avoir un impact où on ne le dira jamais assez, mais il faut être aussi vigilant. Mais quand même, nous avons été séduits par la présentation qui a été faite des constructions des hôpitaux dans toutes les régions, mères et enfants, et des investissements qui sont faits dans plusieurs secteurs. Et donc, en tout cas, voilà, en résumé, ce qui a été dit. Et je terminerai en disant que, les questions qui ont été posées, c'est de savoir quel est l'impact aujourd'hui visible de cette politique qui ont été en tout cas mesurées ou du moins ont été fait la part vers le Togo dans ce score. Et la réponse c'est que il faut attendre que ces politiques arrivent à maturité, que c'est un long processus. Et ça a été marqué par des crises, de la Covid et autres, mais quand même que beaucoup de choses sont faites
Et il faut espérer de beaux jours devant nous si ça arrivait à maturité. Voilà la réponse qui doit être donnée. Merci Olivier. Magloire, à la une de... Je dois dire qu'il y a eu 2 unes pour Flambeau des démocrates. Je ne sais pas à quoi ça répond cette technique-là. Oui, nous nous posons la question. Vous allez expliquer pourquoi. Parce que la première une, là, vous avez mis en avant la promotion de la jeunesse, discours et réalité. La deuxième une, c'est CCI Togo, des innovations ambitieuses. D'abord, pourquoi cette politique de 2 unes? Qu'est-ce que ça signifie? Ça correspond à quoi exactement? Justement, c'est une question qui nous revient incessamment et je dois vous dire que le Flambeau des démocrates n'est pas à sa première. On a commencé ça. C'est un truc que je connais, que j'ai en Afrique fait. Je l'ai fait une pour l'Afrique occidentale, une autre une pour l'Afrique centrale, etc. Voilà. Heureusement que vous avez des notions sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de confrères, beaucoup, on va dire, d'érudits même, beaucoup qui appartiennent à la classe élitiste qui nous relancent ces derniers temps sur les deux unes que nous avons. Et nous essayons tout simplement de leur expliquer que c'est une question de modèle. Le journal L'équipe le fait, les institutions de la République comme la HAC, qui est cette institution chargée de réguler la presse au Togo, on ne fait qu'un seul dépôt légal. Et pour cette semaine, c'est la une qui concerne la jeunesse qui est déposée officiellement. Maintenant, vis-à-vis de nos partenaires, on essaie également de les satisfaire. C'est ce qui fait que ces derniers temps, nous avons 2 unes sur le marché. Voilà. Mais cela peut faire l'objet d'un débat, mais voilà, c'est ça seulement à cause de cette émission. L'actualité cette semaine au Togo, c'est d'abord les obsèques du président du MPDD, Gabriel Messan Boumé-Kodjo, l'ex-premier ministre, ex-président de l'Assemblée nationale décédé le 3 mars dernier, alors qu'il était en exil au Ghana. Qui était Boumé-Kodjo? Le rappel avec Hervé Essay. Messan Boumé-Kodjo est né le 12 octobre 1954 à Topli, dans la préfecture de Yoto. Il a fait ses études supérieures couronnées par un diplôme en gestion organisationnelle de l'université de Poitiers en France en janvier 1983. De retour au pays, il assume les fonctions de directeur commercial de la Sonacom de 1985 à 1988 jusqu'au 19 décembre 1988, plus précisément date à laquelle le président d'alors, Nyansimbe Adema, le nomme au gouvernement comme ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, poste qu'il occupe jusqu'en septembre 1991. En septembre 1992, il fait son retour au gouvernement en qualité de ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Élu député lors des législatives de mars 1999, il sera porté au perchoir en juin 1999. Poursuivant son ascension, Boumé-Kodjo est nommé Premier ministre par le président Eyadema le 29 août 2000. Mais celui qui était considéré comme le dauphin du général Eyadema sera limogé par ce dernier le 27 juin 2002 parce qu'il animerait en compagnie de son ami, l'ancien président de l'Assemblée nationale Daoukou Péré, un courant dit réformateur au sein du RPT. Boumé-Kodjo apportera le comble à ses critiques contre le pouvoir de l'époque dans un pamphlet intitulé « Il est temps d'espérer » dans lequel il voit hégémonie le pouvoir en place. Recherché, il part pour son premier exil en France d'où il reviendra le 8 avril 2005 après le décès d'Eyadema. Arrêté et conduit en prison pour des présumés détournements de fonds, il sera vite libéré. Et quelques temps après, toujours en 2005, il crée avec son ami de toujours, Feu Daoukou Péré, un nouveau parti, l'Alliance démocratique pour la patrie. Brouillé avec ce dernier, Boumé-Kodjo va en solitaire fonder un nouveau parti, l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire OBU, qui prendra plus tard le nom de MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Messan Boumé-Kodjo sera le candidat désigné de la dynamique Monseigneur Podro, DMK, un regroupement de formations politiques et d'organisation de la société civile à la présidentielle de février 2020, où il arrive en deuxième position derrière le candidat du NIR, Faure Nyansimbe, selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Contestant vigoureusement ces résultats, il s'autoproclamera président élu. Arrêté pour n'avoir pas répondu à des convocations de la gendarmerie, puis libéré, Boumé-Kodjo est placé sous contrôle judiciaire. Il était poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, usage des insignes de l'État et nomination illégale. C'est dans ces conditions qu'il prendra de nouveau le chemin de l'exil où il meurt le 3 mars 2024 au Ghana.
Eh bien, voilà, sommairement présenté Gabriel Messin Agbououmé Kodjo, l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale. Alors, et Olivier, que retiendrez-vous de lui comme souvenir? Et qu'est-ce qui, d'après vous, le distinguait des autres acteurs politiques togolais? Il faut dire que M. Messin Agbououmé Kodjo est un passionné du Togo. Ça veut dire qu'il aime beaucoup son pays. C'est quelqu'un qui s'est investi pour le bien-être de ce pays. Bien, en étant au RPT, il n'a pas hésité à exprimer son désaccord sur un certain nombre de choses. À l'époque, imaginez que personne, et c'est au temps du général Eyadema, du vivant du général Eyadema. Il y a très peu de Togolais, aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir, qui pouvaient lever la voix et contester un certain nombre de choses dans ce pays. Mais Agbououmé Kodjo l'a fait. Même s'il avait, selon les informations, des menaces, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que c'est au temps du vivant du fils du général Eyadema Ernest. Oui. Donc, et tout cela ne l'a pas empêché d'exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Et vous l'avez dit, dans un pamphlet que nous tous nous avions eu à lire à l'époque, et qu'il a obligé à prendre la porte, ou du moins à la route de l'exil. Revenu, il n'a pas hésité à encore se lancer dans la bataille politique pour les questions de changement, d'alternance. Et cet ancien cacique, au cadre du RPT, a accepté d'arborer la tunique de l'opposition. Oui. Et je vais faire l'exercice, mais je crois qu'il y a très peu, à part peut-être Daoukou Péré, il y a très peu de personnes sorties du RPT. Oui, c'est ça. C'est cet aspect-là tout à l'heure, on va l'aborder. Je vais poser la même question à Magoula d'abord. Magoula, que retiendrez-vous, d'après vous, qu'est-ce que l'ancien Premier ministre Agbououmé Kodjo avait d'exceptionnel? Qu'est-ce qui le distinguait des autres acteurs politiques togolais? Ben, disons tout simplement que le regretté Agbououmé Kodjo faisait partie du moins de la classe des acteurs politiques à carrière politique les plus aboutis. Pour ce qui est de son cas, il n'y a que le poste de président de la République qui n'a pas pu occuper. Sinon, à toutes les échelles, il était présent, plusieurs fois ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et c'est quelqu'un qui avait la rhétorique pour faire ce qu'il devait faire. C'est un grand rhétoricien. C'est quelqu'un qui était convaincu du combat qu'il menait. Un homme de conviction. Un homme de conviction. On l'a vu lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, de militer au sein du parti au pouvoir. Il était ceux qui étaient au devant, même il faisait partie de ceux qui étaient au devant lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de la conférence nationale souveraine, où c'était vraiment chaud, où tous ceux qui militaient dans la famille biologique et politique, n'est-ce pas, du président de la République à l'époque étaient voués aux hégémonies. C'était pratiquement un procès qu'on leur avait fait, mais il était parmi les rares personnes qui avaient ce courage, n'est-ce pas, d'affronter cette atmosphère. Et à un moment donné, quand il s'était rendu compte que tout ce qui se fait, les choses en dentelle, Olivier le disait, il faut être quand même d'une carapace assez dure pour pouvoir aller contre, n'est-ce pas, la dynamique voulue par le chef de l'État, le général Eyadema à l'époque. Oui. Mais il avait fait, et je crois que c'est aussi cela, un homme politique. Quand à un moment donné, quand vous n'êtes plus d'accord, il faut avoir ce courage de dire non. Voilà. Et lui, il avait cette capacité de le faire. Et je vous dis, il fait partie de ceux qui ont même érigé le système RPT. Mais à un moment donné, ben, il n'avait pas peur de représailles. Oui. Il a fait jusqu'à la dernière sueur qu'il fallait
donné, et aujourd'hui malheureusement il n'est plus de ce monde. Mais je crois que c'est un exemple, un exemple qu'il incarne pour la génération de politiques qu'il y a aujourd'hui. Olivier, courage exceptionnel, engagement politique, posture patriotique hors pair, patriotisme et détermination, ces mots sont ceux de ses compagnons de la DMP. Et voilà, et pour saluer sa mémoire, alors pour saluer la mémoire de nos champions, alors quitter, tout à l'heure vous abordiez, vous effleuriez le sujet, quitter les délices du pouvoir et choisir délibérément le chemin de croix qu'être dans l'opposition en Afrique, ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est ce qu'il a fait. Nous avons vu le parcours de M. Agbououmé Kodjo, des délices du pouvoir, et mon confrère Magloire l'a soulevé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a pratiquement occupé tous les postes de grandes responsabilités dans ce pays, sauf le poste de président de la République, qui selon lui tendait les mains, les bras. Donc malheureusement il n'a pas pu réaliser ce rêve qui était très cher à ses yeux. Et donc c'est quelqu'un aussi, j'avais oublié, de compromis, puisque malgré les divergences et les différends entre lui et ses pairs de l'opposition, il n'a pas hésité une seule seconde, je crois, au lendemain de l'élection présidentielle de 2015, a dit tout haut, et le premier, voilà celui-là qui a gagné. Vous comprenez? Ce qui n'a pas été le cas quand lui, il était en position d'avoir le soutien de cette personne en 2020. D'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un qui était animé par l'amour de ce pays et qui était prêt à oublier son ego, à oublier sa personnalité quand il s'agit de l'intérêt, donc de la lutte qu'il menait. Et ça, c'est très important. La détermination, on ne cessera jamais de le dire. Il a été déterminé, il a tout fait pour pouvoir incarner, et je sais pas, un espoir aux yeux de ce pays, ou aux yeux des populations. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Nous savons les délices du pouvoir qu'il avait quand il est arrivé dans l'opposition. Nous savions aussi comment ça a été, les difficultés à financer certaines choses, à disposer donc de moyens, les difficultés ou du moins les empêchements, les blocages, les limitations que voilà l'adversaire politique lui mettait, les pots de banane, mais il a tout supporté. Mais n'oublions pas qu'au lendemain de l'élection de 2020, selon lui, parce que nous n'avons pas la preuve, on lui a fait des propositions, donc de revenir aux affaires, d'occuper des postes de responsabilité qui, un temps soit peu, pouvaient lui redonner, comment dire là, en tout cas des moyens, ou du moins de lui ouvrir un certain nombre de portes. Mais il a dit net jusqu'à aller en exil et à revenir. Malgré que Agbououmé Kodjo était très aimé et très apprécié du général Adema, qui se serait senti trahi par celui que certains présentaient à l'époque comme son dauphin. Alors souvenez-vous, voilà, tout à l'heure on l'a évoqué dans la présentation, le pamphlet donc qu'il avait fait publier avec son ami Agbououmé Kodjo, pardon, Koupéré, il est temps d'espérer, et donc qui lui avait donc valu son premier exil. Alors s'il avait fait preuve de plus de patience et de malice, est-ce que son sort n'aurait pas été différent? Vous savez, vous l'avez dit, exactement. La légende raconte que c'est quand même une belle arme, un esprit très brillant. Oui. Et c'est ce qui lui a valu, en tout cas, cet amour infini de la part du général Adema. Et on a vu tout le cheminement qu'il a fait sur le plan politique. Et c'est de bonne guerre d'ailleurs lorsqu'il se prend pour l'héritier fidèle, ou du moins l'héritier politique du général Adema. Il a toujours clamé jusqu'à un passé récent. Oui, oui. Et donc il n'a jamais rejeté, il n'a jamais rejeté, il a pleinement assumé. Oui. Maintenant, c'est vrai que s'il avait été patient, s'il avait fait preuve de plus d'habileté politique, est-ce que son sort, franchement, n'aurait pas été différent? C'est une bonne question vous posez. Mais vous savez, je crois qu'il est le seul à répondre à cette question. Oui. Et c'est le même procès qu'on fait également comment il s'appelle, l'héritier politique de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Chables Goudé. Je crois que c'est le même procès qu'on lui fait.
C'est-à-dire que beaucoup estiment qu'il était un peu trop pressé, connaissant un peu la configuration politique qui est en Côte d'Ivoire, que c'est une affaire de vétérans, mais quoi qu'on dit, nul n'est éternel. Le temps faisant aussi sa part, ces gens-là finiront par quitter la scène politique un jour, et que s'il était patient, il serait vraiment l'héritier qu'il clamait. Maintenant, au Togo, je crois qu'à Guillaume, c'est normal de le faire aussi, ce procès, mais le parcours de l'homme nous fait comprendre aujourd'hui pourquoi à un moment donné il était aussi tant pressé. C'est-à-dire que pour lui, chemin faisant, peut-être comme on le dit, il faisait partie peut-être du cercle fermé du général. Il sentait peut-être que l'homme à un moment donné allait quitter la scène. Mais vu le conciliabule qu'il y aurait entre-temps autour du général, peut-être qu'il s'est senti à un moment donné menacé dans sa posture d'héritier fidèle, et il se dit mais si tel est le cas, ben pourquoi ne pas créer ma propre hutte. C'est peut-être ce qui l'a poussé justement à initier cette aventure avec son ami Daoukou Péré, et on a vu ce qui leur est advenu. Maintenant, la leçon qu'on peut tirer de cette mésaventure, on peut le dire entre gris comme ça, c'est que dans la vie politique, il faut savoir être patient. Je crois que je l'admets, c'est mon point de vue aussi, que s'il était aussi un peu patient, je crois que le général tel qu'il l'aimait, au point de lui confier presque toutes les responsabilités politiques dans ce pays, peut-être que le pouvoir lui serait offert sur un plateau d'or. Oui, est-ce que peut-être, je ne sais pas Olivier, peut-être que ce qu'il voyait, comment le pays était géré, on pourrait peut-être faire mieux, il voyait qu'on pouvait faire mieux, mais que ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui le rongeait tout à l'heure, où vous parliez de son amour pour le pays, est-ce que peut-être ça qui le rongeait, qui l'a poussé à prendre le chemin qu'il a pris là? Non, mais je vais réagir par rapport à ce que mon confrère a dit. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait un pouvoir au monde qui soit offert sur un plateau d'or. Oui. Si ça existe, peut-être, mais c'est difficile. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui le rongeait? Et c'est lui qui était dans la maison. Oui. Chez nous, on dit, c'est celui qui est proche du feu, qui sent la chaleur. Oui. D'accord. Vous savez, il y a des délices qui ne mettent pas à l'aise aussi. Je ne sais pas que c'était son cas. Je ne sais pas si c'était son cas. Mais on savait la configuration de l'époque et la question politique. Il ne faut pas aussi occulter la question régionaliste, ethnique. Il ne faut pas oublier que c'est des périodes très difficiles où des gens comme Ernest, on entendait parler de lui. Et aujourd'hui, même après l'accession au pouvoir de l'actuel président Faure Gnassingbé, nous avions entendu des rumeurs par rapport même à son frère Ernest, comment il le prenait et ce qu'il en pensait. Donc imaginez Agbeyome accéder au pouvoir si facilement. Je ne crois pas qu'il pouvait accéder au pouvoir. Plutôt, il a compris qu'il ne pouvait même pas arriver au pouvoir, et c'est pourquoi il a pris cette décision. Selon moi, puisqu'il n'est pas aussi facile pour quelqu'un qui est proche du pouvoir de faire ce qu'il a fait. Mais plutôt parce qu'on a compris que tout ce que nous faisions, ça ne donnera absolument rien. Même si le général le voulait, et il n'était pas peut-être seul à le décider, je dis n'importe quoi. Mais c'est dans une configuration beaucoup plus large et qu'il fallait prendre aussi bien les pressions internes que externes. Parce qu'on était dans une configuration où la diplomatie externe aussi jouait beaucoup. D'accord. Donc tout ça étant mis côte à côte, je crois que peut-être que s'il s'était patienté, on ne sait jamais. Il ne faut pas exclure toutes les options. Peut-être qu'il aurait eu facilement le pouvoir. Mais peut-être que lui-même il a compris que
c'est un rêve. Est-ce que c'est pas peut-être son tempérament? Il a aussi quand même. Oui, non, mais on ne peut pas expliquer ça aussi. Mais il a compris que c'est un rêve de chien. Ça reste seulement dans sa tête. Les obsèques de M. Kodjo ont commencé mercredi à Lomé avec une veillée dite politique au siège de son parti. Elles se sont poursuivies hier avec une veillée de prière. Et ce matin, donc il y aura tout ce matin. Ça doit avoir commencé, mais en principe, une des enterrements à la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre à Lomé. Alors, Gabriel Messa Agbouémé Kodjo ne laissait personne indifférent tant il avait une forte personnalité, une personnalité marquante. Voici les réactions de certaines personnalités qui l'ont connu. Je vais citer Victor Hugo qui disait que ceux qui pieusement sont morts pour la patrie méritent qu'à leur cercueil le peuple vienne les prier. Moi je voudrais plutôt célébrer une certaine vertu que j'ai identifiée chez le personnage, parce que Agbé c'est un monument politique. C'est le seul qui dans ce pays depuis 1960 a occupé les plus hautes fonctions. En tout cas, aucun homme politique n'a occupé des fonctions aussi importantes et variées que lui. Il est fidèle à l'amitié. Moi, je vais dire une chose, il est têtu. Quand il dit quelque chose, il le fait à tout prix. Grand serviteur public, un homme engagé, de conviction, qui a eu un parcours qui restera dans l'histoire du Togo. Il est fidèle à l'amitié. Quand les gens meurent, on dit souvent ne pas sauver. Moi, je vais dire une chose, c'est qu'il est têtu. Quand il dit quelque chose, il le fait à tout prix. C'est un grand homme d'État, il a un parcours spécial, plusieurs fois ministre, directeur général de société. C'est un homme très déterminé et puis quand il place sa confiance en vous, il vous forme de façon à ce que vous recherchez l'excellence. C'est un travailleur, il ne se fatigue pas, il est là, plus proche de ses populations, donc il est là, accessible. Alors est-ce que c'est terminé? Ah bon. Eh bien, nous venons d'écouter respectivement Fulbert Atisso et un certain Roger Mehdi qui serait un ami du disparu, et Paul Missia Agbéton. Les mots que j'ai retenus en les écoutant, détermination, il était têtu, engagé, excellence. Un petit commentaire rapidement. Bien sûr, détermination, courageux, toutes ces qualificatifs, je crois que nous l'avions déjà soulevé, mais je crois qu'il est important de revenir sur l'excellence. Oui. C'est un monsieur, nous l'avons dit, c'était un esprit brillant, et c'est ce qui a valu cet amour du général Eyadema à son égard. Et ce qui me retient, enfin, ce que je retiens aussi de l'homme, c'est que c'est une anecdote qui date de la dernière conférence sur la sécurité maritime, oui, que le Togo avait organisé. Vous savez, dans l'organigramme, on avait placé un officier de la maritime dont j'étais le nom, qui devait prendre le lead, n'est-ce pas, de l'organisation, même les grandes thématiques à l'ordre du jour. Il était la face du Togo vis-à-vis de tous les partenaires, les invités qui étaient arrivés. Mais je peux vous assurer que le jour-là, le monsieur s'était gravement planté. Il avait toutes les difficultés au monde pour dérouler, n'est-ce pas, son agenda, le canter la situation, oui, et c'était M. Agbouémé Kodjo. En tant qu'ancien directeur général du port autonome de Lomé, il était prévu qu'il allait animer un panel, mais dans l'après-midi, il avait vraiment assumé. Oui. Et juste après, ce monsieur avait été sauté. Après, on va. Et aujourd'hui, je crois que même au sein de son ex-famille politique, personne ne peut. C'est un homme de terrain. Et aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan politique, on n'avait rien à la maison et à un moment donné décidé de vous séparer du système. Mais alors on considère cela comme, une trahison. L'exemple de Akila et Soboko est également palpable. Donc c'est peut-être là où il aurait fauté sur le plan politique. Maintenant, du jour au lendemain que la manière de conduire ce système ne répond plus à vos aspirations, est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? Oui. Mais la réalité est qu'au Togo, ce n'est pas possible pour le moment, et c'est le seul reproche qu'on peut peut-être faire à Agbouémé Kodjo. Oui, Olivier, vous savez, M. Agbouémé Kodjo est mort en exil, et malgré les postes prestigieux qu'il a occupés dans ce pays, et
ex-premier ministre, ex-président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, il n'a pas eu droit à des hommages officiels. Visiblement, pour y avoir droit, il vaut mieux être en odeur de sainteté auprès du pouvoir, n'est-ce pas? Bon, je ne dirais pas la chose comme ça, mais c'est un fait, c'est un constat que ceux qui ont occupé des postes de responsabilité élevés dans ce pays ces derniers temps et qui disparaissent n'ont pas droit aux honneurs. Non pas tous, bien sûr, droit aux honneurs qui leur est dû. Et je crois que c'est une question que nous, en tant que citoyens, on se pose. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on aime la personne ou pas, ce que la loi a édicté, il faut du moins le respecter. C'est une question même de loi. Oui, bien sûr, ça fait partie de nos tests de loi qui indiquent qu'est-ce qu'il faut faire à quelqu'un qui a été Premier ministre ou un ancien président de l'Assemblée nationale, ou etc. Donc, nos autorités n'arrivent pas à nous expliquer cet état de fait. Pourquoi est-ce que des gens comme, je ne sais pas, Agboibo, comme M. Kodjo, bon, l'autre Kodjo, je vais parler d'Edem, etc., on n'a pas vu, voilà donc un honneur. Agboibo encore, M. Maître Agboibo encore, ça va parce qu'on oui, ça va, mais il y a eu des officiels, mais l'honneur de la République avec tout ce qui est prévu n'a pas été fait. Mais vous l'avez dit, ça va. Donc il faut quand même qu'on arrive à expliquer au peuple, parce que c'est au nom du peuple que tout cela est fait. Oui. Et tout cela a été prévu. La loi est votée au nom du peuple togolais. Donc ça veut dire c'est le peuple togolais qui prévoit que ceci soit fait. Donc si ce n'est pas fait, il faut quand même expliquer au peuple togolais pourquoi c'est comme ça. Et Magloire, en général, enfin, dans les traditions africaines, quand vient la mort, en principe, bon, même quels que soient les conflits, on fait bain à terre. Bon, moi, je ne vais pas jusqu'à la loi, mais déjà, nos traditions, voilà, quand quelqu'un meurt, bon, c'est pour ça que justement, on ne dit pas de mauvaises choses de quelqu'un, c'est son lit de mort. On dit, voilà, on dit toujours de bonnes choses. Évidemment, et je crois que entre griffes, la norma se normalise chez nous. Parce que vous l'avez dit si bien, la tradition de chez nous voudrait que devant la dépouille de quelqu'un, fût-il votre ennemi hier, mais on tait toute divergence. Même si vous avez à l'ouvrir, vous parlez qu'en bien de l'homme. Mais ici, chez nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est peut-être un crime, carrément un crime, de collaborer avec le pouvoir et à un moment donné décider de vous retirer de cette relation. Sinon on ne peut pas comprendre pourquoi. Non, il y a des gens qui se sont mis en retrait, ils n'ont pas de problème, mais quand maintenant vous s'affrontez, voilà. En tant que citoyen, oui, est-ce qu'il n'a pas aussi ce droit de militer comme il le veut, comme il l'entend? Je me pose la question, est-ce que c'est un crime? Agboibo, nous l'avons dit tantôt, il a occupé pratiquement tous les postes de responsabilité de ce pays. Il ne resterait que le poste de président de la République. Et parallèlement à la morale qui a établi cela, il y a aussi les lois de notre pays qui voudraient que lorsque quelqu'un de ce rang décède, qu'on lui réserve tous les honneurs dus à son rang. Mais ça n'a pas été le cas pour M. Agboibo Kodjo. Il n'y a pas que lui. On a parlé tantôt d'Agboibo, mais oui, il y avait eu quelques personnalités. Agboibo. Oui. Mais on vous dira que les quelques personnalités qui étaient là, beaucoup étaient présents par rapport à leur relation personnelle avec l'homme. On a vu avec Monseigneur Kodjo, il n'y avait personne. Et de Kodjo également. Mais Monseigneur Kodjo, au-delà de son statut de prélat, il avait également été président, n'est-ce pas, du Parlement de transition. Et la même tradition voudrait qu'on lui réserve également ces honneurs-là. Rien n'a été fait. Mais je me pose la question de savoir, mais pourquoi cela chez nous? Mais dans ce même pays, on a vu qu'il y a eu des décès ailleurs. Mais notre président de la République étant quelqu'un de très ouvert d'esprit, il prend quand même le temps, n'est-ce pas, de faire d'études
ne serait-ce que pour souhaiter ses condoléances. Et oui, on a vu que le Premier ministre ivoirien, Gon Coulibaly, est décédé. Non seulement il a présenté sur les réseaux sociaux ses condoléances, mais ici était rendu. Et il n'y a pas que lui. Je me rappelle que le chef de l'État même avait pris son avion pour aller aux obsèques de l'ancien président du Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire. Mais je me pose, avec tout le respect que j'ai pour l'homme, est-ce qu'il était plus important que nos anciens premiers ministres qui sont décédés? Il était plus important que nos anciens présidents de l'Assemblée nationale? Mais il y a une sorte de deux poids, deux mesures qui se fait, c'est pas bien. Vous savez, actuellement, il y a encore à la morgue un ancien premier ministre, commis Koulibaly, c'est ça? C'est ça. Mais vous allez voir, peut-être lorsque on va organiser les obsèques de Kwasi Koulibaly, vous allez voir tous les honneurs. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On attendra. Voilà. On va attendre. Mais même si on le fait, moi j'estime que c'est ce qu'on devrait faire. Oui. Et quand on le fait pour Kodjo, on devrait le faire aussi pour comment. Voyez-vous, c'est tout ce que nous relevons. Ok, c'est parfait. Avant de passer à autre chose, nous allons écouter la voix du désormais feu Gabriel Mensah Agboumé Kodjo. Je suis candidat à la prochaine élection présidentielle au Togo. Et je compte la gagner pour mettre l'expérience au service de l'espérance. Au Togo aujourd'hui, le peuple est désespéré. Il y a des scènes où vous voyez des milliers de jeunes qui courent pour aller chercher un passeport pour pouvoir gagner l'auto-visa ou traverser la Méditerranée. Moi, avec toute l'expérience que j'ai, je veux ouvrir une nouvelle page au Togolais, conduire une transition qui nous permettra donc de mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles institutions et faire en sorte que nous puissions rentrer dans ce que j'appelle une gouvernance plurielle. Voilà, des mots qui révèlent toute sa personnalité, un homme engagé, un homme déterminé, un homme, voilà, comme on dit, comme l'a dit son ami, têtu, et voilà. Eh bien, une fois que nous n'écouterons plus du vivant de son propriétaire, mesdames et messieurs, je rappelle que les invités de Rétro 7 de ce matin sont Olivier Adja, le directeur du site d'information AfriPresse, et Magloire Teko, le rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. La suite de ce débat, c'est tout de suite après le rappel d'autres événements de l'actualité de la semaine. Nous retrouvons Hervé Essay. L'opposition togolaise et la société civile ne décollèrent toujours pas après l'adoption et la promulgation le 6 mai dernier de la nouvelle constitution. La preuve, à l'initiative de plusieurs organisations de la société civile, un meeting d'information et de sensibilisation a été organisé dimanche dernier contre cette nouvelle constitution qui a fait basculer le Togo dans la 5e République et qui a également consacré le régime parlementaire en République togolaise. Pour le professeur David Ossé, premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout, ce changement de constitution une volonté du parti au pouvoir de ne jamais accepter l'alternance. Le changement de constitution qui a été élaboré en catimini au Parlement en violation des dispositions constitutionnelles et qui nous impose un régime soi-disant parlementaire, mais qui cache tout simplement une volonté d'un pouvoir, un régime de sécuriser, de ne jamais accepter une alternance. Voilà donc la réalité du Togo, voilà la réalité contre laquelle nous avons décidé de continuer le combat. Nous restons optimistes, nous sommes confiants, nous savons que le peuple togolais dans sa majorité est contre cette procédure. Le peuple n'accepte pas ce virage qui nous conduit à une monarchie déguisée. C'est toujours sur fond de contestation de la nouvelle constitution qu'une conférence de débat a été animée mercredi dernier à Bordeaux, à Lomé, à l'initiative du Fonds citoyen Touche pas à ma constitution. Les intervenants ont été unanimes pour vouer aux gémonies la nouvelle constitution. Aussi entend-il tout mettre en œuvre dans le but de convaincre le pouvoir à revenir à la constitution de 1992 votée lors du référendum du 27 septembre 1992. La conférence de débat qu'on a organisée, c'était pour vulgariser les concepts de constitution. Montrer au peuple togolais, aux jeunes, que la constitution, c'était un instrument fondamental dans la vie de l'État et dans la vie des citoyens. Et on ne peut pas s'amuser à la manipuler comme ça, cette constitution. C'est la première. La deuxième chose, c'est aussi de souligner les conséquences de la manière dont la Constitution a été changée. Ils sont autour de 1000 participants venus de près de 24 pays à prendre part à Lomé, au Togo, au 23e Forum pharmaceutique international. L'événement qui se déroule du 3 au 6 juillet 2024 est placé sous le thème « Accès universel aux soins, défis, enjeux et perspectives pour le secteur pharmaceutique ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame le Premier ministre
Tonto Megadobé. Pour les professionnels de la santé, ce forum est une occasion en termes de partage de pouvoir regarder l'expérience des pratiques en termes d'assurance maladie et de tirer le meilleur. Dr Alfred Sandwidi, secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international, se prononce sur l'enjeu de cette rencontre. Nous l'écoutons. L'enjeu, c'est l'accès de population aux médicaments de qualité en Afrique pour satisfaire, bien entendu, à ce droit des populations à la santé. C'est un droit inaliénable. Mais comment le faire? Je pense que l'ensemble des pays de la sous-région et d'Afrique de façon générale sont en train de mettre en place des politiques d'assurance maladie universelle. Donc pour nous, professionnels de santé, c'est de regarder quelle peut être la place du pharmacien. Et la place du pharmacien est centrale. Les résultats de recherche et de l'innovation devront désormais être mieux exploités au Togo. Mardi, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a procédé au lancement d'une unité d'implémentation des résultats des recherches et de l'innovation. Une initiative qui, selon la CCI Togo, vise à encourager les jeunes inventeurs et innovateurs à exceller pour bénéficier de l'accompagnement. Nathalie Bito, présidente de la délégation consulaire. Nous, à la Chambre de commerce, nous avons estimé qu'au Togo, nous avons des gens qui se battent en matière de recherche et qui sont seuls. Or, ces gens-là ont quand même des résultats pertinents. Ils se retrouvent seuls, ils n'ont même pas les moyens de se faire connaître. Donc nous donnons le devoir de faire en sorte que ces gens-là puissent être connus. On va les sortir de leur cachette, faire en sorte que le public, le monde entier, et particulièrement les opérateurs économiques togolais puissent les connaître. Les éperviers du Togo connaissent désormais leurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'était à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Togo hérite du groupe E aux côtés de l'Algérie, de la Guinée équatoriale et du Libéria. Les éliminatoires démarrent en septembre prochain. Olivier, des manifestations de protestation contre la nouvelle constitution se poursuivent. Qu'en pensez-vous? Faut-il continuer à protester contre cette constitution qui sert déjà de siècle de référence à des actes officiels, notamment des nominations? Doit-on se dire, bon, eh bien, le vin est tiré, il faut le boire? Oh non, mais nous sommes en politique, hein. C'est les politiciens qui décident du moment et c'est pas de la pertinence de leurs actions. Et il faut respecter cela. Et moi, je vais saluer le fait que ces rencontres, ces meetings se sont bien déroulés, parce que il y a quelques mois encore, donc il était difficile d'organiser ou de se réunir. Et ça veut dire que bon, il y a des pas positifs qui sont posés dans le sens de l'expression des libertés publiques, des libertés de tout genre. C'est déjà un point positif selon moi, de manifestation. C'est un point positif selon moi. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer par manifester? Je l'ai déjà dit, c'est les politiques qui décident donc de la pertinence de leurs actions. Si c'est au citoyen Olivier à qui vous posez la question, je dirais certainement que le vin est tiré. Et il faut le voir, parce que c'est cette conscience qui va déterminer la suite donc des actions politiques dans le pays. Il y a des élections locales, ou du moins oui, des élections municipales qui vont arriver très vite en 2025 déjà, je crois bien. Et donc il va falloir se décider. Est-ce que en demandant le retrait donc de cette élection, on va boycotter l'élection et les élections municipales qui vont arriver, et la mise en place des institutions, la CENI qui vont gouverner ces élections et d'autres actions? Et il faut se poser cette question, parce qu'il faut être aussi, je ne sais pas, cohérent avec soi. Et cette cohérence voudrait que, alors, aux élections prochaines, on y participe, parce que c'est sous la 5e République. Je vais faire un lien avec la décision de l'ANC et de FDR de ne pas siéger donc au niveau de l'Assemblée nationale. Et la question c'est possible de savoir, et est-ce que leurs élus au niveau des élections régionales vont siéger? Et pour le moment, ils se font, si c'est les mêmes choses, dans les mêmes cas, les mêmes conséquences ou les mêmes conclusions doivent être tirées. On ne sait pas, oui. Mais nous avons appris que lors des rencontres, les dernières rencontres avec le ministre de l'administration territoriale pour la mise en œuvre, ou bien pour l'installation plutôt des conseillers régionaux, bon, leurs conseillers ont siégé, ont été présents donc à ces rencontres. Voilà, quand vous voulez prendre une décision, il faut être cohérent sur toute la ligne. Oui. D'accord?
Ben, je terminerai en disant encore, en me répétant, parce que c'est très important de dire que c'est la pertinence des actions, c'est les politiques qui le décident. Voilà. Nous, on ne décide pas. Oui, et Magloire, j'ai écouté un acteur de la société civile, notamment Kao Acholi de la Svito, qui a dit « Nous ne sommes pas dans la 5e République, ils ont fait une tentative, ils ne réussiront pas. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, on est dans la 5e République, non? Évidemment, vous savez, moi je suis à un niveau de réflexion où je me dis il faut aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Vous savez, on n'est pas naïf pour peut-être croire à certaines choses. On n'est pas dans la 5e République, on ose bien le croire. Mais en même temps, Olivier l'a dit tantôt, même si par exemple les partis comme l'ANC et l'FDR décident de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, c'est la même constitution qui régit, n'est-ce pas, les conseils, les conseils municipaux, c'est ça, régionaux et tout ce qui va avec. Et là-bas, il y a bien évidemment les représentants de ces partis. Donc moi je me dis, il faut aller au-delà de ce que les gens même disent. Ils sont pas trop naïfs même pour faire valoir, n'est-ce pas, cette incohérence-là. Mais en même temps, dans ma réflexion, qu'est-ce que je me dis? Vous savez, c'est des acteurs politiques. C'est vrai que cette fois-ci, il y a une bonne frange de la société civile également. Mais au-delà de tout, la société civile n'a pas vocation à conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais c'est un constat unanime que depuis un moment, tout semble dire que les acteurs ou les chapelles politiques semblent s'essouffler. Oui. Et donc, il faut cette nouvelle dynamique soufflé par la société civile pour réorienter un peu la rue, parce qu'entre-temps, on sent également la fatigue au niveau des militants et tout. Oui, justement, le titre du confrère libéral sur le meeting de dimanche dernier, c'est « La rue lâche l'opposition ». Alors, c'est donc un titre qui fait allusion à la faible mobilisation, au meeting organisé. Et les Togolais seraient-ils lassés de la politique ou auraient-ils tourné la page de l'adoption de la nouvelle constitution? La question peut être posée. Justement, et c'est là où je me dis que l'enjeu est vraiment là-bas. Et vous savez, les Togolais, je ne dirais pas tout de go qu'ils sont fatigués. Mais le contexte les oblige à se replier. Et ça peut être un repli tactique. Parce que vous imaginez dans une république où on a tout verrouillé, et ça c'est un constat, ce n'est pas moi qui le dis. On a tout verrouillé. Lorsqu'il faut faire des manifestations publiques au Togo aujourd'hui, lorsqu'il faut organiser des marches, il faut veiller à ce que sur le trajet il n'y ait pas de boutique, sur le trajet il n'y ait pas de commissariat, sur le trajet il n'y ait pas de banque. Mais demandons-nous aujourd'hui à Lomé, sur quel artère vous n'allez pas avoir ni commissariat, ni boutique, ni banque. Ça voudra dire que quelque part, c'est des marches interdites mais qu'on ne dit pas. Et même le comité des droits de l'homme des Nations Unies l'a dit, que la loi Bodjona qui a été retouchée ne fait pas du bien à la démocratie du pays. Et quand le Togo s'était présenté à l'examen périodique universel des droits de l'homme, mais le gouvernement togolais s'est engagé à revoir cette loi. Ce n'est pas moi qui fabrique, c'est des faits. Et les faits sont têtus. Mais jusqu'à ce jour, même pas un seul iota n'a bougé. Mais ça voudra dire que même à un rang plus élevé, c'est reconnu que les manifestations publiques sont un peu rétrécies au Togo. Donc c'est en cela, quand vous sortez, on vous dit ne marchez pas parce que vous ne respectez pas les conditions. Mais vous sortez, il y a des gaz qui sortent, il y a la répression et tout. Mais les Togolais préfèrent se replier. Ça ne voudrait pas dire que si les conditions étaient optimales, ils n'allaient pas sortir. Et je crois que c'est le message là qu'a capté, n'est-ce pas, la nouvelle frange, n'est-ce pas, d'acteurs politiques et acteurs de la société civile qui, au-delà du discours ayant trait à la 5e République, veulent capter une occasion donnée. C'est-à-dire que oui, on a l'impression comme tous ces... Le rédacteur en chef des Flambeaux des démocrates est Olivier Adja du site d'information, le directeur du site d'information AfriPresse. Chers collègues, je le disais en introduction de ce débat, en introduisant ce débat, notre consoeur par ailleurs Matt Faré a été arrêté récemment et détenu plusieurs jours avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Elle aurait été appréhendée pour avoir publié une vidéo sur son compte TikTok, une vidéo montrant une dame dont la famille aurait déposé une plainte contre la consoeur. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous savez quelque chose de cette affaire-là, Olivier?
Non, pas grand-chose, à part ce que nous avons tous vu, vous et moi, et c'est que il y a une vidéo avec une dame, soi-disant en train de prier, devant les locaux, devant le siège du parti au pouvoir uni. Et selon des détails, voilà donc les commentaires que notre consoeur a eu à laisser, c'est que voilà, la dame priait en disant que ceux qui gouvernent le pays, ceux qui font donc que Dieu les punisse. Et d'accord, bon, c'est la vidéo, vous ne montrez pas vraiment les traits. Ne présentait aucun risque de fuite. C'est ça aussi la question des détentions préventives. Mais est-ce que la personne présente un risque d'échapper à la justice? Je ne crois pas dans le cas de Mme Faré qu'elle était un risque pour la police, qu'elle s'enfuit du pays. Mais bon, elle a été arrêtée et va donc garder pendant quelques jours, et avec toute l'humiliation qui s'ensuit. C'est dommage, selon moi. Bien sûr, la loi doit s'appliquer, parce que vous l'avez dit, la question de l'image, la question de la liberté, donc de la presse et de ses limites aussi se pose. Cependant, les charges portées contre elle, la diffusion d'images sans consentement et atteinte à la vie privée, voilà, d'après ce que vous avez dit. Mais s'il fallait arrêter cela suscite des réactions d'incompréhension. Certains même y voient une manœuvre visant à porter atteinte à la liberté d'expression dans le pays. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Magloire? Oui, vous savez, d'abord, on ne peut que se réjouir que notre conseil ait pu regagner son domicile. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Parce que même si c'est une seule nuit, c'est pas évident. C'est pas évident. On connaît un peu les conditions carcérales au Togo, c'est pas du tout évident. Maintenant, pour ce qui est du sujet même, il n'y a que des zones d'ombre autour. C'est une affaire bizarre. Voilà. Vous savez, moi, quand elle avait publié la vidéo, moi je faisais partie des toutes premières personnes à l'avoir visionnée, parce que c'était dans les secondes qui ont suivi. Mais il n'y a pas que ses propres commentaires. À un moment donné, elle a laissé une séquence de prières de la dame où vous entendez clairement ce que la dame disait. Ok, et elle s'est questionnée. Elle se disait, mais est-ce qu'elle ne souffrirait pas de dépression? Elle se posait des questions. Mais on a été surpris par après de constater que la consoeur a été arrêtée. Maintenant, pour ce qui est des chefs d'accusation, mais vous savez, normalement, ce que la dame disait et le lieu choisi pour faire sa prière, normalement, c'était grave. Et si on devait arrêter quelqu'un dans cette situation, ça devrait être la dame. Mais qu'on nous dise que c'est la dame là, c'est la famille de la dame en question qui n'avait pas intérêt à se faire connaître en réalité. Parce que ce qu'elle disait et le lieu choisi, normalement, l'exposait. Donc, logiquement, la dame n'avait pas... en tout cas n'avait pas intérêt à se faire connaître de l'opinion. Mais on nous informe que c'est la famille de la dame qui porte plainte. Et en portant plainte, on expose plus la dame qui serait normalement... Moi, c'est quand j'ai découvert l'information, les tests que j'ai lus, que j'ai commencé à chercher la vidéo. Et voilà. C'est après que vous avez vu la vidéo. Donc il y a une sorte de dichotomie entre ce qu'on nous dit et ce qui devrait être le cas. Non, mais dans tous les cas, voilà, les charges retenues, vous l'avez écouté. Alors, comme on le dit, la vidéo en question, les images ne permettent pas de distinguer clairement les traits de la dame. On ne sait pas qui c'est exactement. Alors, jusqu'où on peut aller aujourd'hui sur les réseaux sociaux sans courir le risque de se retrouver dans un commissariat de police? Vous savez, avec la relecture du nouveau code qui régit la communication au Togo, il y a eu assez de subtilité glissée là-dedans, ce qui fait qu'à la fin, nul n'est à l'abri. Et quand je me réfère un peu à une déclaration récente de l'actuel président de la Cour d'appel, qui dit qu'on est en train de procéder à une sorte de banalisation
de la prison au Togo. C'est-à-dire que vous avez un petit point de pouvoir, vous avez quelqu'un dont la position vous gêne un peu, vous usez de votre position sociale pour l'emprisonner, sans que forcément on ait besoin de faire recours à cette approche-là. Et visiblement, quand vous scrutez un peu la succession des événements dans notre pays depuis un moment, on a l'impression comme on utilise beaucoup plus la prison aujourd'hui pour peut-être faire taire quelqu'un qui dérange ou alors quelqu'un dont la tête ne plaît pas. Et quand on est comme ça dans une république, ce n'est pas bien parce que dans cette situation, nul n'est à l'abri. Il y a des gens plus forts dans ce pays qui aujourd'hui se retrouvent là où ils n'auraient jamais imaginé être. Donc je crois que parce que le danger dans cette histoire, Olivier, c'est que on voit beaucoup de vidéos où, par exemple, s'il y a une situation d'inondation, les gens peuvent filmer, on peut voir des gens qui sont sur la vidéo. C'est ça. Et si vous publiez, que quelqu'un va venir vous dire maintenant, ah, vous avez publié sans mon consentement, voilà. Non, c'est ce que je disais, il faut parler de... Ou bien un accident quelque part, vous filmez, on voit des gens sur les images, vous risquez d'aller en... C'est un danger pour la presse. Dans la rue et des gens passent dans le champ de caméra. Il y a plein de situations où on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation et surtout sur un lieu public. Je ne sais pas quelle est cette question d'autorisation donc pour pouvoir faire son travail de journaliste. Et bien sûr notre confrère, notre consoeur n'est plus journaliste, mais c'est une personne qui... Non, elle est journaliste pas active, et qu'elle n'est plus en activité, c'est ce que je veux dire. Mais on sait ce qu'elle fait. Elle produit des contenus sur les réseaux sociaux. Et ce métier existe aujourd'hui. Les TikTokers ou les blogueurs, il y a plein de choses. Et donc, je ne sais pas, cette affaire, moi, m'a paru très bizarre par rapport à ce qui a été porté contre notre consoeur. Heureusement, Magloire l'a dit, et elle a recouvré sa liberté et c'est ce que dans tous les cas, il faut quand même interpeller nos autorités, surtout le ministre de la communication et des médias, pour se saisir de ces questions et clarifier un certain nombre de choses. Mais en même temps, ça je ne parle plus forcément du cas de notre consoeur, mais en même temps, et quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, la responsabilité des gens, des utilisations des plateformes numériques. Alors, c'est que le désordre qu'on voit, parfois on a envie de dégueuler. Regardez, il y a quelques semaines, dans cette studio, nous avons abordé la question, notamment avec les sorties de la légende incontestée du football togolais Adebayor, et voilà, qui entre en collusion avec ses anciens coéquipiers, et notamment Serge Akakpo, Koubadia Kader, Agassak aussi, Prince Egbefia. Et voilà, cette semaine, on l'a fait la semaine dernière, ou il y a tout récemment encore, c'est Maman Chérif là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un technicien fin, je l'aimais beaucoup. Voilà, maintenant c'est entre lui et cette sortie là, cette utilisation des réseaux sociaux, et ça pose problème, non? En réalité, c'est tout cet assemblage-là qui nous fait comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle-là, surtout dans le cas d'Adebayor et de ses anciens... Non, pour Adebayor, bon, moi je dirais que c'est de l'enfantillage, de la JVT. Ces fans ne vont pas peut-être me le pardonner parce qu'on est aussi trop dans l'émotion en Afrique où on aime une personne dont forcément tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait est bien. Mais dans le cas d'Adebayor, mais je l'ai dit, en réalité, vous savez, Adebayor n'est pas quand même n'importe quel citoyen. Oui. Son statut, sa posture ne lui permet pas de s'exposer sur les réseaux sociaux, surtout en voulant traiter de certains sujets. Adebayor a accès facile à la présidente de la République. Il a accès facile à la primature, accès facile au ministère de la Jeunesse et Sport, accès facile à la fédération. Alors, si en tant que acteur, la fédération, il faut mettre un peu d'interrogation. À la fédération, il a accès facile. Lui-même, il me disait que le président Apovi l'appelle quand il veut. Et quand un président d'une institution comme ça t'appelle quand il veut, ça voudra dire que tu peux lui rendre visite quand vous voulez pour traiter de quel sujet tu veux. Et quand Adebayor veut traiter de la situation du football
de façon globale, qui ne marche pas bien, on le reconnaît tous, mais son statut ne lui permet pas de le traiter comme il le fait actuellement sur les réseaux sociaux. Il va crier sur les réseaux sociaux, ça va changer quoi? Vous savez, dans un état normal, personne ne peut vouloir se passer facilement de quelqu'un comme Adebayor. Mais si tel est le cas aujourd'hui, ça voudra dire forcément qu'il y a un problème. Et quand il y a ce problème, il faut chercher à le résoudre. Moi, je le dis, c'est dans ce même pays que la ministre des Sports a reçu Adebayor, histoire de recueillir ses propositions pour l'amélioration du football au Togo. C'est dans ce même pays que le chef de l'État a reçu, je crois, à 2 reprises Adebayor en fait de carrière, ne pour échanger avec lui. Ça veut dire qu'il y a de l'audience auprès des autorités. Mais quand vous êtes une icône comme ça et qu'il y a un problème, je crois que les voies à emprunter pour régler ce problème ne sont pas celles-là. Et quand il décide de le faire, et ce n'est pas parce que quelqu'un ne l'aurait pas dit de ne pas le faire, mais quand il décide de continuer dans la même voie, ça voudrait dire que vous vous mettez en déphasage avec votre statut, et votre posture. Moi, ce qui moi me gêne encore davantage, c'est que il se met au niveau de certains jeunes gens là qu'on appelle des influenceurs, des gens qui franchement de superbes, de grands anonymes. S'il n'y avait pas ces réseaux là, voilà, mais voilà, il va rentrer en. Mais le problème c'est que vous voulez, au point où l'international sénégalais, El Hadji Diouf aurait demandé qu'il arrête de faire ça. Est-ce que franchement, c'est sorti dans le plus que le fait de. Adebayor n'est pas n'importe qui. Mais quand vous décidez de sortir de vos zones de confort pour vous mettre dans la classe des blogueurs, mais il faut être prêt à assumer les conséquences. Mais quand, parce que quelqu'un vous aurait embêté dans un truc de TikTok et vous emprisonnez la personne, mais je me pose... Non, moi je ne veux pas cet aspect-là, ça c'est un autre aspect. Moi ce que moi je voudrais dire, c'est juste cette surexposition, parce que si vous vous exposez sur les réseaux sociaux, vous répondez aux gens, les gens vont vous répondre, les gens vont vous embêter. C'est ça, et ça ne peut que nuire à son image. J'aimerais dire quand même, il faut savoir que l'oisiveté, c'est mère de tous les vices. Exactement. Ça c'est un premier point. L'autre point, quelqu'un l'a dit, le travail éloigne de nous trois grands mots. La nuit, le vice et le besoin. Soit Adebayor ennuyé, et ça c'est évident, qu'il trouve que c'est sur les réseaux sociaux qu'il va trouver satisfaction. Il a investi dans des pots de choses. Donc, oui, il a investi, mais aujourd'hui, comment il agrémente son temps, comment il utilise son temps, si ce n'est dans des directs avec des gens, comme vous l'avez dit, des anonymes, et qui ont un niveau, voilà, donc ça déjà, quand vous avez parlé de légendes confirmées, et quand on parle de légendes, on parle d'exemples, et les légendes normalement doivent donner des exemples. Nous avons des légendes auxquelles nous devons en tout cas vouloir s'identifier. Adebayor aujourd'hui, dans le passé, ce qu'il a fait, on veut s'identifier à lui. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, qui veut s'identifier à Adebayor en faisant, en animant donc des rencontres sur les réseaux sociaux avec des sujets qui ne font pas évoluer la société. Et il se met à dos tout le monde, d'accord? Je ne sais pas pourquoi est-ce que Adebayor, avec un ami comme Agassa Kossi, Adebayor peut parler mal d'Agassa Kossi. S'ils ont un problème, ils peuvent régler ça en aparté entre amis. Ou vice-versa, bien sûr, mais au moins on sait que Agassa Kossi ne s'expose pas comme il le fait. Donc ça laisse une très mauvaise image. Et nous avons mal que notre légende fasse ça, parce que il y a des légendes comme Drogba qui s'occupent ailleurs, il y a des légendes, vous l'avez dit, El Hadji Diouf, il y a quelqu'un comme Eto'o qui s'est investi dans le sport de son pays, il y a d'autres exemples ailleurs que nous voyons. Nous voulons quand même que notre légende s'identifie. Les gens vous répondront que non, c'est sa vie, c'est lui qui détermine ce qu'il fait, on n'a pas à lui imposer quoi que ce soit, mais c'est un monument
qui nous appartient en tant que Togolais. Ah oui. Même patrimoine. D'accord. Parce que le temps nous presse, on va passer à autre chose. Une question qui doit intéresser tous les éperviers, anciens comme ceux qui sont en activité, amis ou brouillés. Le tirage pour les éliminatoires de la CAN 2025 place le Togo dans le groupe E aux côtés des Algériens, des Équato-Guinéens et des Libériens. Alors rapidement, Magloire, en 30 secondes, quelle chance donnez-vous aux éperviers dans ce groupe? Ben, ça va être un peu difficile, il faut l'avouer, par rapport aux dernières prestations que nous avons. Vous savez, la qualité de jeu y est, mais les résultats manquent toujours. Et quand on prend l'Algérie fait partie des grandes nations de football actuellement sur le continent. On prend la Guinée équatoriale, dont la dernière prestation à la CAN a ébloui plus d'un. C'est ça le pays qui a battu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et avec la manière. Et donc, aujourd'hui, entre le Togo qui se cherche à avoir des résultats et ces pays qui ont des résultats un peu stables, sinon qui excellent, je crois qu'il n'y a que le Libéria avec qui on peut peut-être rivaliser. Mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais on va pas abandonner. Moi, je me dis, on n'a pas participé à la CAN 2019, on n'a pas participé à la CAN 2023, et on n'a pas de raison à ne pas participer à la CAN 2025 qui arrive. Le groupe est déjà constitué, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, les Algériens, ils n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas quatre bras. Ils ont les mêmes membres que nous, mais s'ils arrivent à avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui, c'est que nous aussi on peut le faire. Mais alors, il faut se poser les bonnes conditions. Qu'est-ce qui fait qu'avec nos prestations, on n'arrive pas à avoir les bons résultats? Je crois que le problème est là, et pour moi, ce n'est même pas non plus un problème d'entraîneur. Sinon, des entraîneurs, on en avait, même Duarte n'était pas mauvais. Mais si à un moment donné, le blanc, le technicien arrive à même se poser certaines questions, mais je me dis, il y a sérieux problème qu'il faut chercher à régler. Et c'est pas l'autre Duarte même qui a cherché à partir. Là, il a cherché à partir. Mais vous avez entendu la déclaration qu'il a faite à la fin du match contre le Soudan du Sud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en tant qu'entraîneur, il endosse l'entière responsabilité de ce match nul qui équivaut à une défaite. Et il poursuit en se demandant, mais il se demande, soit c'est lui qui fait un mauvais casting des joueurs, ou alors c'est lui qui fait gris-gris pour que les attaquants ne marchent pas. Et quand un blanc ne va pas parler comme ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et je laisse le soin aux autorités compétentes de savoir où est le problème et comment régler ça. Parce qu'il y a trop de tension, il y a trop de temps. Et vous voyez, qui aurait cru hier que entre Adebayor et Kader Koubaya, par exemple, il y a problème. Entre Adebayor et Chéri Touré, il y a problème. Entre Adebayor et Agassa, il y a problème. Mais il a fallu cette direct d'Adebayor pour savoir que vraiment la maison était pourrie et qu'il faut vraiment... Rapidement, un mot sur l'actualité internationale. Sportive, ça m'intéresse aussi. Ah oui, non, mais je crois que le sport togolais est très malade. Bon, le football, je veux dire. Et il va falloir, quand quelqu'un est malade, il faut l'amener à l'hôpital et le laisser guérir. Il ne faut pas forcer qu'il retourne sur le terrain. Il faut vraiment faire vraiment un diagnostic. Mais quelqu'un a dit que on lui doit passer le scanner. Quelqu'un a dit qu'on lui doit 25 millions. Et si, tant qu'on ne lui donnait pas ces 25 millions, ça ne marchera pas. Bon, c'est pour plaisanter, mais il faut aussi l'écouter parce que et donc il y a aussi c'est de l'État aussi. Il a aussi dit des choses. Et donc il y a trop de gens fâchés à part cela, ça fait quelques semaines ou quelques jours que nous n'avons plus d'entraîneur et personne ne dit rien. C'est-à-dire, alors quel sérieux on veut accorder à ce football car notre entraîneur démissionne. Ailleurs, au moins, on trouve son adjoint. Ça veut dire que Paolo Duarte n'avait pas un adjoint capable de faire le job en attendant. Si c'est ça, c'est que l'adjoint, donc le casting qui a été fait de l'adjoint même est très mauvais. Quelle ambition on a pour notre football? Si un entraîneur démissionne et jusqu'à présent, on ne dit rien, c'est le silence radio alors qu'il y a des échéances qui nous attendent. Je crois que tout est prévu pour qu'on aille encore à l'échec. J'aime bien ce pays, mais moi j'ai toujours dit que le Togo
jusqu'à très longtemps ne doit plus se qualifier pour les compétitions internationales. Pas parce qu'on ne veut pas, mais les conséquences de tout le spectacle que nous allons donner. Soit nous terminons dernier des compétitions comme en 2013 ou en 2017, soit c'est qu'il y a des scandales économiques pas possibles où on dit des milliards ont disparu, d'autres se préparent à aller se remplir des poches. Ce qui me fait dire que vraiment, si on ne fait pas un bilan et une table de tout, bon, on aura toujours les mêmes résultats, non, on dit que les mêmes causes qu'on dise au même effet. Oui, je crois que le confrère a évoqué tout à l'heure l'aspect staff technique et ça m'est important. Vous savez, normalement, dans un pays où il y a un staff, on a dit que Duarte, logiquement, dans le football moderne, chaque entraîneur vient avec son staff. Mais chez nous, ici, on a trouvé un système dualiste où on lui adjoint un agent togolais. Et c'est Koubaya Kader. Mais logiquement, si Duarte part, ça veut dire que avant qu'on ne recrute un nouvel entraîneur, on a quand même l'agent qui pouvait assumer l'intérim. Mais dans le cas d'espèce, c'est que vous sentez qu'on n'est plus dans la dynamique de recruter un autre entraîneur. C'est vrai, on parle d'arrêt et tout ça. Mais ça remet en cause même peut-être la qualité technique de l'agent en question, c'est-à-dire Kader. Il a été une grande star que nous avons connue. Mais avant sa nomination, il entraîne les U11 de Sochaux. Mais ça voudra dire que logiquement, il n'avait pas peut-être les prérequis pour prendre en main une sélection nationale. Et donc, c'est ça qui m'amène même à me poser des questions sur le casting de nos techniciens. Dans tout ce Togo, Kader, on l'aime, c'est pas que je l'aime pas, mais le problème se pose où à l'état actuel. C'était un monument. Voilà, c'était lui la chose, si je veux parler comme le citoyen Landa. Mais si aujourd'hui on a fait de lui officiellement l'adjoint de Duarte, que Duarte part et qu'on ne voit pas en lui, on ne lui place pas une certaine confiance de prendre à main la sélection, ça veut dire qu'on avait raté le casting en réalité. Et aujourd'hui, moi j'aime ou je prie qu'on prenne Daré, parce que Daré a eu son diplôme avec Vincent Kompany, l'ancien capitaine de Man City, qui a pris Bayern Munich. Ça veut dire que il peut le faire. Et donc il faut centraliser nos énergies maintenant sur ce qui est de mieux pour la sélection. Aussi l'actualité internationale présent, et voici les événements sélectionnés pour ce débat. La crise entre le Bénin et le Niger, le président béninois Patrice Talon a reçu lundi les deux émissaires Yaye Boni et Nicéphore Soglo après leur visite à Niamey. Ils ont fait le point au président Talon de leur rencontre avec le général nigérien Abdourahmane Tiani. Aucune déclaration n'a été faite, mais selon l'entourage des visiteurs de Talon, les échanges étaient chaleureux et des conditions ont été créées en vue d'un rapprochement rapide entre Cotonou et Niamey. La capitale nigérienne abrite ce samedi le premier sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une première rencontre du genre entre le colonel malien Assimi Goïta, le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré et le général nigérien Abdourahmane Tiani. Ceci à la veille d'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO dont ces trois pays ont annoncé se retirer. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby est visé par une enquête en France pour des soupçons de biens mal acquis. Selon les sources proches du dossier, les investigations concernent les dépenses vestimentaires du président tchadien. D'après Mediapart, Mahamat Idriss Déby aurait déboursé plus de 915 000 € pour acheter chez un célèbre tailleur parisien. Accusation rejetée mardi par le président tchadien qui dénonce un tapage médiatique absurde. Second tour des élections législatives anticipées en France, la fin de la campagne a été émaillée de tensions et d'agressions. Au dernier jour de cette campagne, ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a annoncé plus d'une trentaine d'interpellations liées à des agressions de candidats ou des militants. Selon son bilan, au total, 51 candidats, suppléants ou militants ont été agressés physiquement. Eh bien, mes chers confrères, il ne nous reste que 3 minutes. J'ai deux questions. J'ai une pour Olivier, l'autre pour Magloire. Alors, je commence avec Olivier. Alors, le premier sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, créée en septembre 2023, se tient ce samedi à Niamey, la capitale du Niger. Donc, le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et l'autre général Abdourahmane Tiani sont décidés à aller de l'avant. Et visiblement, rien ne semble être en mesure de les arrêter. Oui, monsieur, c'est visiblement, vous l'avez dit. Je crois que le 20 tiré
donc il ne reste que la CEDEAO. Encore une fois, il ne va pas être sourd là. Et le malheur de la CEDEAO, c'est que ce sont des soldats, des officiers. Au moins, avec nous, voilà, les civils, on arrive au moins à discuter, à s'entendre. Mais quand un officier, un soldat te dit c'est net, il faut être sûr que c'est net, quoi. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, la CEDEAO fait tout pour ce retour, mais le vin, bon, je ne vais plus tirer le vin. Donc voilà, l'AS bientôt, je crois, un an. Pour la CEDEAO disait qu'il fallait un an pour que voilà la séparation soit consommée. Donc bientôt vous aurez l'AES en Afrique de l'Ouest et la CEDEAO, et avec une portion, je dirais, congrue, pas que ça, mais quand même les trois pays de l'AES pèse beaucoup lourd en termes de superficie et en termes aussi donc de richesse. Et la CEDEAO perd beaucoup, et malheureusement c'est ce qui est en train d'arriver. On peut dire qu'elle aura cherché, n'est-ce pas, Magloire. Et la deuxième question, c'est que le sommet de l'AES se tient ce samedi à la veille d'un autre sommet qui se tiendra demain à Abuja, et c'est le sommet de la CEDEAO. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Ça dit tout sur l'ambition de ces militaires-là. C'est pour prouver aux yeux du monde entier que ils savent là où ils vont, et ils resteraient en tant que militaires, en tant que des gens qui ont dit non à un système et qui sont décidés à poursuivre leur propre système jusqu'à la fin. Et quand ça y est comme ça, je crois que là où on est, c'est vrai qu'on a peut-être pas le temps d'évoquer le sujet sur le Bénin, mais vous allez voir qu'aujourd'hui la CEDEAO a maintenant l'obligation morale de faire profil bas, parce qu'on avait fait tout ce qu'il fallait pour faire reculer ces gens-là, entre griffes les Maliens, les gens de l'AES. Mais aujourd'hui, là où ils sont, je me dis que c'est forcément le déclic qui doit venir maintenant de la CEDEAO et leur sommet qui se profile à l'horizon. Je crois que ça doit être un sommet très stratégique où il faut amener les uns les autres à faire profil bas, sinon à mettre de l'eau dans le verre que notre ami Olivier voulait tirer. Ça va nous dégriser. Olivier Adja, le directeur du site d'information AfriPresse, et Magloire Teko, le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, étaient les invités de ce matin. Chers confrères, je vous remercie pour votre participation à ce débat. Auditrices et auditeurs, c'est la fin de Rétro 7 de ce jour. Recevez mes sentiments de gratitude pour votre fidèle accompagnement. Retrouvez-nous, Hervé Essay, Anani Vidjarakou, Haïté Messon et Amjoy Allah et moi-même de l'Agbo samedi prochain, si Dieu le veut. Je signale que cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Et place maintenant l'émission Harmonie.